Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, les entreprises sud-coréennes se préparent à se retirer d'une zone industrielle gérée conjointement en République populaire démocratique de Corée. Séoul a pris la décision de suspendre sa présence pour punir son voisin du Nord après son récent essai nucléaire et le lancement d'une fusée dimanche. Des centaines de véhicules, dont un nombre important de camions vides, on commence à faire la queue dès l'aube à la frontière pour accéder au complexe de caissons et en rapporter les équipes et autres équipements. L'annonce de mercredi de fermer caissons en a pris beaucoup par surprise. La Corée du Sud avait précédemment autorisé que le parc industriel situé à 10 km de la frontière demeure ouvert en dépit de sérieuses provocations. Séoul a défendu ce qu'il qualifie de décision inévitable. Il a précisé que la RPDC avait utilisé les millions de dollars engrangés de caissons pour financer ses programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques. À Taïwan, les opérations de secours se poursuivent après l'effondrement d'un bloc d'appartements du séisme de magnitude 6,7 survenu samedi dernier. Selon une mise à jour officielle, le bilan des victimes est de 60 personnes et 76 autres sont toujours portés disparus. Le bâtiment Weiguan renfermait 53 des victimes. Les autorités locales ont interrogé mercredi le promoteur de ce complexe immobilier. Les enquêteurs ont trouvé des poutres et autres piliers dans les 5 premiers étages de la partie orientale. Et ceux-ci ne possédaient pas suffisamment de barres en acier de renforcement. De plus, ceux-ci sont plus fins que leur épaisseur supposée. La ville la plus méridionale de Chine, Sansha, joue un rôle stratégique dans l'exercice de la souveraineté de la Chine en mer de Chine méridionale. Le maire de Sansha, Xiao Jie, a déclaré lors de sa première patrouille à travers les îles depuis le nouvel an lunaire que la ville renforçait sa surveillance maritime à travers un mécanisme d'effort conjoint pour promouvoir la structure politique, développer les industries et perfectionner le système judiciaire. Voyons tout de suite les efforts de la Chine pour protéger ses droits maritimes en mer de Chine méridionale. Pour leur patrouille dans les eaux contestées, les forces de surveillance maritime ont recours à des navires de grande taille. Voici le plus large navire des forces de surveillance de Sansha. Son capitaine, Xiang Guoxiang, nous a présenté ses fonctions. Selon lui, ces navires chargés de faire respecter la loi civile ont des liens étroits avec les gardes-côtes et la milice. Ils ont procédé à l'expulsion de bateaux de pêche étrangers des eaux revendiquées par la Chine. Le moyen le plus efficace de faire respecter la loi est de mener de fréquentes patrouilles qui expulsent les bateaux de pêche étrangers. Nous ressentons bien l'importance de notre mission. La mer de Chine méridionale est vaste, rendant la surveillance difficile. La juridiction de Sansha couvre une superficie maritime d'environ 2 millions de kilomètres carrés. Environ 2000 pêcheurs chinois gagnent leur vie en mer de Chine méridionale. Ils sont éparpillés à travers de nombreuses îles. La fondation de la ville nouvelle de Sansha visait à améliorer le contrôle de ces eaux. Au second jour de la nouvelle année lunaire, le maire de Sansha, Xiao Jie, a rendu visite aux gardes-côtes sur l'une des îles de Shisha. Il a encouragé les soldats à mener leur tâche à bien. Certaines îles peuvent uniquement être atteintes par bateau. Nous nous dirigeons vers l'île de Jinqing, le siège du groupe d'îles de Yongle à Shisha. Le transport est un point faible entre les îles de mer de Chine méridionale, rendant la surveillance difficile. Sansha possède un mécanisme d'application de la loi de niveau 3. La milice doit découvrir et rapporter les infractions étrangères, effectuer des patrouilles de surveillance et soutenir les gardes-côtes. Les pêcheurs conviennent que la surveillance est cruciale. J'ai des amis qui ont été arrêtés et détenus par le gouvernement philippin alors qu'ils étaient en train de pêcher. Sans des mesures pour faire respecter la loi, les navires étrangers viendraient et nous chasseraient d'ici. Young Jun estime que le gouvernement améliore la vie des pêcheurs. Xiao Jie a passé beaucoup de temps à visiter les îles placées sous sa juridiction. Il est heureux de voir les changements. Il s'est ainsi aperçu que les plantes sur Jinqing sont devenues plus vertes en raison des mesures de protection de l'environnement. Faire respecter la loi nécessite la combinaison d'efforts pour améliorer les infrastructures de base, protéger l'écosystème des îles et assurer les besoins de base des pêcheurs, ainsi que d'être capable de gérer les catastrophes et de mener des opérations de secours.
Xiaojie estime que l'application de la loi est l'une des forces qui doit témoigner des capacités globales de Sancha. Et on passe à la crise syrienne à présent. Alors que le conflit en Syrie s'intensifie une fois encore, des milliers de réfugiés fuient les zones de guerre du pays pour chercher plus de sécurité à la frontière turque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que le rôle de son pays dans l'accueil des réfugiés est disproportionné par rapport à l'Occident et a également critiqué les États-Unis pour leur soutien au groupe kurde syrien. Tout de suite, plus de détails. Cette question devient véritablement un point crucial des relations entre la Turquie et les États-Unis, qui a critiqué l'Union européenne de ne pas faire assez. Le président turc indique que Washington est responsable de la mer de sang en Syrie et pour son ignorance à l'égard des autres groupes terroristes opérant en Syrie, autres que le groupe État islamique. Washington a longtemps soutenu le PYD, un groupe militant syrien kurde. Mais les combats menés contre Daesh ont connu des résultats fructueux, en particulier dans le nord du pays. Dans le même temps, Ankara considère cela comme une branche du groupe terroriste PKK avec lequel la guerre civile dure depuis déjà 30 ans. Et la Turquie doit également gérer l'arrivée de milliers de réfugiés qui se massent à sa frontière suite à l'intensification des frappes aériennes russes sur la ville d'Alep. La Turquie contribue par ailleurs à apporter une assistance médicale. Les Nations Unies et l'Union européenne ont pressé la Turquie d'ouvrir ses frontières à ces réfugiés et l'on parle de dizaines de milliers de personnes. L'Union européenne a aussi exhorté la Turquie de ne pas laisser ces réfugiés atteindre l'UE. Situation complexe pour la Turquie qui a déjà accueilli 2,5 millions de réfugiés syriens pour un coût de 10 milliards de dollars et qui critique l'Union européenne de ne pas en faire suffisamment. Jusqu'à présent, nous avons reçu 3 millions d'Irakiens et de Syriens. Et qu'ont reçu les autres? Quel pays a reçu quoi? 300 personnes? 500 personnes? 1000 personnes? Vous, les Nations Unies, ne nous avez fourni que 455 millions de dollars. Mais nos dépenses s'élèvent à environ 10 milliards de dollars. Ce sont les forces d'Assad qui, aidées par les frappes aériennes russes, continuent de se déployer dans et aux abords d'Alep. Beaucoup disent que ce n'est qu'une question de temps pour que la Turquie ouvre ses portes. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il prévoyait l'approbation par les ministres de la Défense des pays membres du renforcement de la présence de l'organisation en Europe de l'Est. Il s'exprimait mercredi lors de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles. Je m'attends à ce que les ministres de la Défense acceptent d'accroître notre présence avancée dans la partie Est de notre alliance. Cela enverra un signal clair. L'OTAN répondra unie à toute agression contre l'un de ses membres. Nous avons déjà renforcé significativement notre présence et le niveau de préparation de nos forces. Nous avons également engagé les actifs dont nous avons besoin pour la surveillance de l'air, les patrouilles maritimes et les manœuvres militaires. Le ministre russe des Affaires étrangères a lui qualifié les plans de l'OTAN de facteurs de déstabilisation destinés à contenir la Russie et de plus grand renforcement de l'OTAN en Europe de l'Est depuis la guerre froide. Mais pour l'alliance militaire occidentale, il s'agit de renforcer les défenses sur son flanc Est sans pour autant provoquer le Kremlin avec de larges forces permanentes. Donald Trump a remporté une victoire retentissante lors de la primaire républicaine dans l'État du New Hampshire, continuant ainsi de surfer sur la vague de mécontentement anti-establishment lors de la deuxième étape de la longue et imprévisible course à la Maison-Blanche. Regardons. Pour un homme qui aime être sous les feux des projecteurs, Donald Trump, le milliardaire extravagant converti à la politique, a eu enfin ce qu'il voulait. Le candidat anti-système a obtenu sa première victoire dans la course à la Maison-Blanche. Les conditions climatiques désastreuses n'ont pas empêché le candidat Trump d'être accueilli par de longs et chaleureux applaudissements dans le New Hampshire. Mais les candidats du système doivent se contenter de regarder ce franc succès depuis l'extérieur. Les résultats des votes montrent clairement que les électeurs veulent en finir avec le statu quo. Et de fait, plus de la moitié des électeurs républicains affirment avoir été trahis par leur parti. Je suis dégoûté et fatigué de ces politiciens complètement vendus aux intérêts des groupes qui ont financé leur campagne. Et c'est la raison pour laquelle rien ne peut plus être fait dans ce pays. La situation a viré au cauchemar pour les dirigeants républicains désormais incapables de contrôler ni même de contenir l'ascension de Donald Trump. Certaines voix républicaines se sont élevées pour rappeler que le problème fondamental est le nombre trop important de candidats pour la course à la Maison-Blanche. Entre autres, Jeb Bush, Mario Rubio, John Kasich, Ted Cruz et sans oublier bien sûr l'audacieux candidat Trump.
Certains candidats s'accrochent depuis maintenant trop longtemps et cela nuit gravement aux partis qui n'arrivent pas à désigner un candidat naturel. La majorité ne semble pas vouloir donner la main à cette pluralité d'apparence et c'est pourquoi elle semble avoir choisi Donald Trump. Les résultats du scrutin ont clairement montré que le candidat Trump possédait une base solide dans le New Hampshire. Si l'on s'intéresse de plus près au niveau des diplômes, le candidat milliardaire a réalisé les meilleurs scores chez les personnes ayant un niveau d'études équivalent au baccalauréat ou moins. La campagne dans le New Hampshire a été caractérisée par les attaques personnelles et les petits coups bas. Jeb Bush ne s'est pas gêné d'insulter Trump de déséquilibré et de crétin. L'incident révélateur de l'ambiance qui règne entre les candidats républicains est la fameuse dispute qui a éclaté entre ces derniers pour l'ordre d'accession à la scène avant le débat télévisé. À la fin de la journée, les coups de coude pleuvront de toutes parts. Mais au final, les deux camps ont déjà plus ou moins choisi les candidats qui vont livrer la dernière ligne droite de la bataille. Mais j'espère que cela débouchera à un débat productif lors de l'élection générale. Et on passe sans plus tarder au monde de l'économie présenté par Elsa Suru. Bonjour à tous et nous commençons tout de suite avec la présidente de la Banque centrale américaine, Janet Yellen, qui a indiqué que la hausse des taux d'intérêt dépendait largement des turbulences financières au niveau mondial. C'est la preuve que les responsables de la Fed seront plus prudents lorsqu'il s'agira d'augmenter les taux. Janet Yellen s'est rendue comme chaque année au Capitole pour présenter son rapport au Congrès américain. Et d'un ton préoccupé, Janet Yellen a parlé de l'impact de la situation financière mondiale. Réciproquement, un faible niveau des prix des produits de base pourrait provoquer des tensions financières dans les économies exportatrices de matières premières. Les économies vulnérables de marchés émergents seront particulièrement touchées, ainsi que les entreprises productrices de matières premières dans plusieurs pays. Si les risques baissiers venaient à se matérialiser, l'activité étrangère et la demande pour les exportations américaines pourraient s'affaiblir. Par conséquent, les conditions financières du marché mondial pourraient se resserrer davantage. En décembre dernier, la Fed avait prévenu qu'elle augmenterait d'un quart de point ses principaux taux directeurs en 2016. Mais depuis, les conditions mondiales se sont détériorées. Toutefois, Janet Yellen a clairement réaffirmé que malgré les turbulences actuelles, ses prévisions à long terme pour les États-Unis et les pays étrangers restent positives. Si ces évolutions se confirment, cela pourrait peser sur les perspectives de l'activité économique et sur le marché du travail. Bien que la baisse des taux d'intérêt à long terme et les cours bas du pétrole pourraient apporter un peu de répit. Cependant, les gains de productivité continuent et une croissance rapide des salaires devrait soutenir la croissance des revenus réels. Ainsi, les dépenses des consommateurs et la croissance économique mondiale devraient redémarrer au fil du temps, grâce au soutien important apporté par des politiques monétaires accommodantes à l'étranger. Selon les dernières prévisions communiquées par Janet Yellen, les prix des matières premières vont commencer à se redresser et donc soutenir progressivement la réduction de l'inflation. Mais dans un avenir immédiat, les observations faites par Janet Yellen renforcent le consensus de marché qu'une hausse des taux est peu probable avant le mois de mars prochain. L'esprit des vacances semble avoir revigoré l'enthousiasme pour les achats réalisés dans les magasins traditionnels en Chine. Ce nouvel attrait spontané s'explique par la fermeture partielle de certaines entreprises logistiques, conjuguée à la forte affluence dans les zones commerciales en cette période de fête nationale. Sourire aux lèvres et balade improvisée. Il s'agit justement de la période de l'année où les consommateurs chinois sont le plus enclins à acheter pour se faire plaisir. Le Nouvel An chinois permet chaque année aux magasins physiques traditionnels de sortir provisoirement de leur léthargie afin de regagner peu à peu de leur popularité. Nous réalisons nos achats ensemble et nous échangeons sur la qualité des produits. Il est très agréable de faire ces achats à cette période de l'année. 3 jours seulement après l'entrée dans la nouvelle année du singe, les centres commerciaux traditionnels du centre-ville de Shanghai ont déjà attiré plusieurs millions de visiteurs. Les experts rappellent que cela est dû principalement à la fermeture de nombreux magasins en ligne et de certaines entreprises de livraison durant la période de vacances, suivant les célébrations du Nouvel An chinois. Nos clients les plus importants sont rentrés chez eux pour fêter le Nouvel An en famille et les magasins en ligne sur le site Taobao sont fermés pendant la période des vacances. Selon les derniers chiffres communiqués par les centres commerciaux, les vêtements, la nourriture et les bijoux sont les articles les plus vendus en cette période de vacances.
Durant la fête du printemps, des millions de personnes quittent les grandes villes pour retourner dans leur ville natale. Ceux qui possèdent des animaux de compagnie ont souvent bien du mal à trouver des gens fiables pour s'en occuper. Mais une nouvelle application qui vient de faire son apparition promet de régler ce problème. Blanche-Neige est une chatte de 3 ans qui aime bien jouer. Mais sa maîtresse doit quitter Beijing pour la fête du printemps, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Blanche-Neige, parce que cela veut dire qu'elle devra rester seule et passer une semaine enfermée dans une cage. Cela m'inquiète de devoir laisser Blanche-Neige dans une animalerie ou dans un lieu où elle serait mise dans une cage. Elle pourrait être contaminée par les autres animaux. Pour ceux qui ont des chiens comme Yin, leur bête est comme leur propre enfant. Mais quand plusieurs gens de la classe moyenne quittent Beijing pour rentrer chez eux lors de la fête du printemps, ils veulent un endroit sécuritaire dans lequel ils peuvent compter pour prendre soin de leur bébé. La solution pour régler le problème de Yin se trouve au bout de son téléphone. Une entreprise appelée Pets Union offre un service de gardiennage pour animaux de compagnie sur WeChat, le service de messagerie instantanée le plus populaire de Chine. En quelques instants, cette plateforme peut trouver un foyer temporaire pour ses quelques 3000 membres. Nous associons chaque animal de compagnie avec un gardien en se basant sur plusieurs caractéristiques. Lors de la fête du printemps, la demande pour les gardiens est multipliée par 5. Le problème est donc réglé et Blanche-Neige a une nouvelle gardienne. Zheng Xiaoshu possède aussi un chat de la même race. Elle connaît tous les besoins spécifiques de Blanche-Neige. Pendant la fête du printemps, plusieurs personnes rentrent chez eux et abandonnent leurs chiens. Mettre des chiens en cage pour une aussi longue période est très mauvais. Mais en tant que personne qui aime beaucoup les chiens, je veux leur donner l'affection et les soins dont ils ont besoin. Et de son côté, Blanche-Neige commence déjà à s'habituer à son nouvel environnement. Relation sino-africaine pour finir. L'eau est un produit de première nécessité pour l'ensemble des habitants de cette planète. Mais pour beaucoup de gens en Afrique, cette ressource vitale se fait rare. Et cela même sans considérer le problème de la fiabilité de l'eau. Sur ce continent largement touché par les crises autour de l'eau, une entreprise est en train de faire la différence en aidant les populations locales à pouvoir bénéficier d'une eau propre et fiable. Judan s'est rendu sur les lieux de 2 projets hydrauliques en Éthiopie et à Djibouti. Voici tout de suite le compte-rendu de ces 2 visites. La chaleur, la fatigue et la soif sont constamment présentes. Pour Ahmed, la récompense après 2 heures de marche, c'est de l'eau. Comme tous les nomades vivant à Djibouti, Ahmed se déplace là où il est certain de trouver de l'eau. Une bonne quantité lui permet de tenir près de 2 jours, et seulement s'il prête une attention à la moindre ration. Et parfois, après de longues recherches, il n'a pas la garantie de trouver le précieux liquide. Là, il nous faut un guetteur. Là, je deviens le guetteur. Je viens ici, je regarde s'il y a de l'eau dans le puits. S'il n'y a pas de l'eau, je repars à la maison et je dis aujourd'hui il n'y a pas de l'eau. C'est pas la peine qu'on marche. Malgré ses diplômes, Ahmed passe ses journées entières à rechercher des sources d'eau propres. Normalement, dans ma famille, je suis la seule personne qui a un niveau d'études supérieur. Et là, le problème, je ne peux pas me déplacer pour chercher un travail, alors que j'ai une tâche. J'ai une tâche quotidienne. C'est-à-dire, mon tâche quotidienne, c'est de trouver de l'eau pour ma famille. Ça, déjà, j'ai une tâche. Alors que je ne peux pas faire 2 tâches en même temps. Le pays d'Ahmed, Djibouti, est une petite terre africaine faisant face à des pénuries d'eau chroniques. Une simple goutte est précieuse. 75% des ressources hydrauliques du pays proviennent du sous-sol. En raison de sa proximité avec l'océan, l'eau à Djibouti est amère et salée. Pour donner un exemple parlant, le lac saline que je me trouve actuellement représente le niveau d'eau en surface à Djibouti. Il contient près de 34% de sel, soit 10 fois plus élevé que la teneur en sel moyenne des océans à l'échelle globale. Cependant, la désalinisation n'est pas une solution abordable pour Djibouti. Mais heureusement, le destin d'Ahmed et des autres habitants de Djibouti sera bientôt changé. Voici l'un des 28 puits qui supporteront le prochain projet hydraulique. Il apportera de l'eau propre et fiable le long des rayons situant entre l'Éthiopie et Djibouti. Lu Zhengda est le chef de ce projet hydraulique qui bénéficiera à près de 82% de l'ensemble de la population de Djibouti.
Nous avons commencé la construction il y a maintenant 6 mois. Ce projet hydraulique transfrontalier est le plus important du genre sur tout le continent africain. La qualité de l'eau de cette zone a été testée et elle atteint les standards fixés par l'OMS en matière d'eau potable. Le tracé total du pipeline s'étendra sur près de 360 km. Et sur 60 km, les constructeurs devront ouvrir la voie à travers des roches hostiles. Au fur et à mesure de notre périple le long de la route du tracé, l'environnement devient peu à peu toujours plus inhospitalier. Parfois, nous avons été contraints d'arrêter le tournage en raison de vents violents et de tempêtes de sable. Seyoum est un consultant éthiopien travaillant dans l'industrie depuis plus de 2 décennies. Son travail consiste à inspecter l'avancée du nouveau projet. Au cours des 6 derniers mois, l'entreprise chinoise s'est pleinement engagée dans le projet au cœur de cette région. Vous pouvez constater les conditions désertiques très rigoureuses de cette zone. Malgré toutes ces circonstances, ils tentent constamment de passer outre ces difficultés pour mener à bien le projet. En travaillant avec cette entreprise chinoise, je peux dire qu'ils réalisent un travail parfait. À quelques centaines de kilomètres d'ici, à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, Aster Molla profite des bienfaits apportés par l'un des projets hydrauliques déjà terminés. Grâce à ce projet, nous pouvons enfin boire une eau propre et saine. Avant cela, nous ne buvions jamais de l'eau du robinet, nous achetions de l'eau en bouteille. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement la boire, mais aussi l'utiliser pour faire la cuisine. Avec cette eau, nous pouvons nous laver et faire plein d'autres choses en toute confiance. Ce projet construit autour de puits profonds a bénéficié à près de 700 000 habitants comme Aster. Les ressources d'eau en Éthiopie sont abondantes. Le problème et la limite rencontrée résident dans l'utilisation de ces ressources. Notre entreprise est venue pour la première fois en Éthiopie il y a déjà 10 ans. Nous les avons aidés depuis à construire plusieurs usines d'approvisionnement d'eau. La station de pompage est justement utilisée pour ce type de projet d'eau en profondeur, qui à terme pourra satisfaire près de 20% des besoins quotidiens en eau propre de la capitale. La demande croissante d'eau potable a fait surgir un autre problème, celui du traitement des eaux usées. Pour le moment, les eaux usées sont directement déversées dans les rivières, ce qui représente un sérieux problème environnemental. La première usine de traitement des eaux du pays est en cours de construction. Les travaux seront terminés à la fin de l'année prochaine. Dans le pays voisin Djibouti, dans environ 20 mois, Ahmed et les quelques 750 000 autres habitants pourront également profiter des bienfaits d'une eau propre et saine. Lorsque nous lui avons demandé ce que le projet hydraulique signifiait pour lui, il a répondu qu'il était le symbole de l'espoir. Le monde de l'économie est maintenant terminé. Je vais repasser la parole à mon collègue Yves qui va clore ce journal. Yves, c'est à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.